Citroën aujourd'hui, c'est des C3 Aircross bien safe pour les jeunes familles, des berlingots pour Elio, sa planche de surf et sa dent de requin dans le cou, ou encore une AMI full élect pour les jeunes qui ont des parents un peu trop friqués et qui pensent leur inculquer avec pédagogie les dangers de la route. Parce que bien sûr, un gosse de 14 ans, livré à lui-même, dans un véhicule motorisé, ne va pas, je sais pas moi, prendre une épingle au pied dedans parce que c'est marrant. Mais ce fut un temps, Citroën c'était aussi ça. En 1992 est présentée la Citroën Xantia, ou Citroën jaunâtre en version française. Une voiture très populaire qui aura remporté en son temps le prix de la plus belle voiture de l'année 93, vendue plus d'1 500 000 exemplaires, la remplaçante de la BX sera d'ailleurs dans ses versions les plus haut de gamme, dotée d'un système hydractif, rien de nouveau pour Citroën, mais celui-ci très perfectionné sera aussi couplé avec un train arrière autodirectionnel. Que de belles choses qui vont tomber en panne. Rajoutez en cerise sur ce beau gâteau à la crème désignée un V6 Atmo de 3 litres et vous obtenez une voiture qui aujourd'hui vaut bien trop cher, même pour des exemplaires bien conservés. Tout le monde connaît la Xantia, mais est-ce que vous connaissez le sponsor de cette vidéo? C'est l'heure de commander ton calendrier de l'Avent. Oh. Je suis navré d'interrompre mes clipettes au milieu d'une intégration en ligne, mais je peux pas vous laisser la regarder plus longtemps. Parce qu'à la base, l'intégration que vous étiez censé voir, elle portait sur les nouveaux calendriers de l'Avent que vous avez tous déjà acheté, il n'y en a plus un seul. Alors merci d'avoir utilisé le code Clippy5 pour 5 € de réduction sur votre première commande, ou le code Clippy pour 10% de réduction sur toutes vos commandes. Seulement, le problème, c'est que je peux pas vous filer une intégration qui vous parle de calendrier de l'Avent alors qu'il n'y en a plus à vendre. Et comme celle-là, vous l'aurez compris, par l'éclairage approximatif ainsi que le cadrage n'est pas terminé, bah je vais vous demander d'acheter ça. Le nouveau parfum orange sanguine. Alors ça curera pas votre lupus, de toute façon vous n'en avez pas, c'est jamais un lupus. Et au moins vous aurez une bonne saveur des familles pour ce prochain Halloween. Et n'hésitez pas à prendre des bonbons Eat Cheese X Oli Energy parce qu'ils en ont encore plein sur les bras. Et je suis certain que vous adoriez donner ça à des petits gamins qui ne demandent que ça. Bon, par contre moi je comprends pas tellement le principe d'Halloween. Enfin c'est juste un truc pour s'habiller en tepu et aller en soirée. Et moi je baisse pas. Donc... Bref, utilisez les codes. Sortez de mon bureau. Fort de leur succès avec la Xantia, Citroën, qui cherche une remplaçante à leur berline compacte de milieu de gamme, la ZX, va fortement s'inspirer du design de la populaire Xantia pour accoucher de ceci, la Citroën Xara, qui sera révélée en septembre 97 et qui sera accueillie par la presse avec un dithyrambique. Ouais... Ok. La Xara va peiner à convaincre initialement, malgré un confort salué par les journalistes de l'époque et un styling qui personnellement me plaît plus que celui de la phase 2, surtout en coupé. La voiture sera pas mal décriée pour son comportement routier, au mieux vague et au pire dangereux, le train arrière étant ultra léger. Et si la version coupée, notamment en finition VTS, va faire un petit peu plus pour l'image de la Xara, soucieux de capturer le marché des jeunes qui préfèrent peut-être le styling de la 306 de la compagnie sœur mais néanmoins concurrente Peugeot, Citroën décide de remplacer la Saxo Kitcar pour la Xara Kitcar. Initialement prévue pour le championnat de France des rallyes, elle sera ensuite introduite en FIA 2 litres World Rally Cup qui deviendra plus tard la catégorie Kit Car. Et la voiture n'a de ressemblance avec ses versions civiles que les phares. Le 4 cylindres de 2 litres pouvait produire jusqu'à 300 bourrins à 8000 tours minute, le tout pour à peine une tonne avec une boîte séquentielle 6 rapports. La petite bombe a cependant, comme toutes les Kit Car, un énorme problème sur le plateau du rallye à l'international, c'est qu'elle envoie tout aux roues avant. Mais ceci dit, Peugeot engageait déjà une 306 qui avait déjà été extrêmement compétitive sur les rallyes tarmac et avait déjà réussi l'énorme exploit de mettre une voiture de catégorie inférieure sur le podium et presque enlever au Tour de Corse 98 à Subaru et à un certain Colin McRae la victoire. Alors maintenant laissez-moi vous planter un décor. Vous avez développé une voiture pour le championnat de France des rallyes, vous avez tout écrasé, vous voulez vous faire un peu de place sur la scène internationale. D'autant plus que vous êtes motivé parce que la compagnie sœur, Peugeot,
a déjà réussi à foutre à mal les grands du WRC. Alors du coup, vous engagez votre Xara Kit-Car pour concourir au rallye d'Espagne face à la 306 bien sûr, mais aux autres Mégane Maxi et quoi que ce soit d'autre qui roule en catégorie Kit-Car F2/2 litres Atmos j'ai du mal à suivre. Vous engagez des mecs qui savent y faire, notamment un certain Philippe Bukalski, et vous lui donnez une seule consigne: pèse la gueule à tout le monde. Alors non seulement Bukalski va gagner les rallyes d'Espagne dans sa catégorie, mais en fait carrément overall devant les McKinnon, McRae, Burns et autres Oriol. Et si ça suffit pas, parce que tout le monde va faire « non mais ce sont des choses qui arrivent, c'est circonstanciel, cette année on refait la même chose en Corse ». T'es pas content? Doublé. Et ça, ce sera la première victoire pour une traction sur la scène majeure du WRC depuis une Renault 5 au rallye de Côte d'Ivoire 1989. Écrasante sur la scène nationale, ultra populaire chez les passionnés, considérée comme la meilleure de sa catégorie, en 2001, une Xara Kit-Car sera pour la première fois associée à un certain Sébastien Loeb. Et justement, en 2001, la catégorie Kit-Car n'est plus. Peut-être un peu mal au cul de s'être fait botter le dit cul justement par des voitures de catégorie inférieure, il y aurait pu y avoir quelque part une espèce de pression, une espèce de push de la part de certaines grosses équipes de WRC pour que les catégories inférieures soient effectivement inférieures et pas capables non, parce que ça fait chier quand même, on a investi beaucoup dans l'Impreza de WRC, alors si on se fait botter cul par ça, c'est pas rigolo quoi. Et justement en 2001 la catégorie Kit-Car change pour laisser place à deux catégories, le S pour Super 1600 et le S 2000. N'a rien à voir avec la Honda, je vous promets. Et comme ça doit faire 4 fois que je vous le dis dans un le car, whatever wins on Sunday will sell on a Monday. Citroën est bien bougon du coup parce que les coups d'éclat avec une Kit-Car face aux monstres WRC sont plus vraiment possibles avec ce nouveau règlement. Alors fort de leur succès, Citroën annonce participer au championnat du monde WRC avec la Xara, cette fois-ci avec un look phase 2 que j'aime pas. Citroën arrive donc en WRC avec un turbal bien vénère, 200 kg en plus, mais surtout 2 roues motrices de plus. Ce qui manque pas de casser les couilles à Peugeot qui a déjà la 206 d'engagée. Alors il y aura un petit compromis à faire puisque effectivement, je vous rappelle que Peugeot et Citroën sont des compagnies sœurs. Alors maintenant tout ça est sous le parapluie Stellantis, mais à l'époque c'était PSA Peugeot Citroën. Et donc après négociation, ils vont arriver à un compromis. La première année, Citroën ne fera que 4 rallyes et on verra au cas par cas si le programme vaut le coup d'être développé. On augmentera progressivement jusqu'à ce qu'en 2003, si tout va bien, l'équipe puisse effectivement s'engager sur une saison complète. Et dès 2001, le statement va être fait. Loeb finit second du rallye d'Italie pour sa toute première apparition en WRC, avalant les spéciales avec vitesse, précision, mais surtout régularité. Là où ses équipiers, eux, ont tous souffert de collisions diverses. Jésus lui-même va ensuite remporter le rallye de France dans la foulée pour Citroën, lavant le péché capital de Philippe Bukalski qui s'était sorti après seulement 7 km de spécial devant les caméras et dans le muret de Mamie Ghislaine, là où poussent les cystes de crête. Et après un peu plus de promesses en 2002, Citroën arrive pour une saison complète en 2003. 3 voitures, l'une avec le duo Sainz et Marc Marty au lieu de Luis Moya, avec qui Sainz avait été champion du monde entre 90 et 92. Une autre avec Colin McRae et Derek Ringer, champion du monde 95. Et une troisième avec un Alsacien bien vénère au volant, le fameux Sébastien Loeb, secondé par Daniel Elena. Et le paysage WRC n'est alors pas favorable du tout à Citroën. Avec Ford UK, bientôt M-Sport, je sais jamais, genre, sous quelle bannière concourt Ford, parce qu'ils font jamais rien eux-mêmes, qui commence enfin à comprendre comment exploiter sa Focus, qu'elle confie à de très jeunes loups, du fait de la défection de Sainz et McRae, avec Hyundai ou Hyundai, démerdez-vous avec les prononciations, qui après une 4ème place au général l'année d'avant semble enfin arriver avec un programme WRC tangible, sauf que moi, je vis dans le futur, je sais qu'ils disent de la merde et qu'ils vont se barrer avant la fin de la saison. Subaru qui arrive avec une nouvelle Impreza et un aileron arrière qui va redéfinir le look des voitures de WRC pour les prochaines années et que tu peux choper sur AliExpress pour 100 balles. Ouais. C'est toi qui vois, hein, après, je suis pas sûr qu'il donne autant d'appui. Hein. Et Skoda, qui a un plan en 3 ans pour devenir champion et qui ont réussi à convaincre un pilote expérimenté qui... Mais ça, c'est mon texte sur Renault, qu'est-ce que ça fout là? Tout ce petit monde va se retrouver à Monaco pour le début de la saison. Un rallye connu, un rallye qui est autant désirable que le GP de Formule 1 qui se court pas loin. Un rallye normalement couru sur tarmac, mais trop souvent sous la neige et le verglas pour que ce soit vrai. Et bien aidés par les déboires de Subaru, Citroën et Peugeot vont rapidement imposer leur rythme, forçant les Ford et Hyundai à l'erreur. Et si Panizzi surprend
Peugeot va DNF pour problème de santé, que Marcus Gronholm, champion du monde en titre, va tenir bon la barre pour la firme du Lion. McRae est dans le rythme, Sainz pas tellement, mais malgré l'expérience du line-up Citroën, c'est le rookie qui va en donner à Peugeot pour leur argent. Rapidement devant, Loeb va finalement rouler à la McRae, jetant les précautions au vent. Gronholm tente tout pour le suivre, sans réussite. L'accident va lui faire perdre le rallye et le sort même des points. Loeb l'emporte sans trop de problèmes devant Colin McRae et Carlos Sainz. 3 voitures aux 3 premières positions. Clean sweep. Gronholm va répliquer en Suède, là où, ironie du sort, c'est Loeb qui va se sortir, mais pas de panique, McRae et lui vont rester solides pour finir 5 et 7. Et après un rallye de Turquie qui va voir Loeb DNF après une panne d'essence, une panne somme toute engendrée par une erreur de navigation, ce qui est un euphémisme pour dire qu'ils se sont paumés et qu'ils sont tombés en panne à cause de ça. Bref, après ce rallye de Turquie remporté par Sainz, il apparaît clair que le championnat constructeur tourne à l'avantage Citroën, notamment avec tous les problèmes rencontrés par la concu là-bas. Et c'est pas parce que Burns prend l'avantage au général d'un point qu'on sera convaincu du contraire. Citroën, pour sa première saison complète en WRC, casse des gueules. Fort. Leurs high points sont très hauts, mais leurs lows ne seront pas si mal, parce que même quand il y a un double DNF McRae-Sainz, comme en Nouvelle-Zélande, Loeb sauve la baraque avec une 4ème place bien solide. Et puis au rallye de Chypre, un pilote qu'on aurait dû tenir bien plus à l'œil va enfin clutcher son premier rallye de la saison, et le second depuis le début de sa carrière, Peter Solberg. Solberg était déjà catapulté dans la liste des prétendants au titre. La saison dernière, il avait fini second. Mais si le championnat constructeur, là, cette année, va rester à la tendance Citroën, le championnat pilote est largement ouvert. La seule chose tenant Burns devant les autres étant sa régularité. Lui qui a marqué des points à tous les rallyes, sauf justement à Chypre. Mais avec le rallye d'Allemagne à l'horizon, pour Loeb, qui pour l'instant donne l'impression d'être un vrai spécialiste du tarmac, on est en droit de se demander si le Français, pour sa première saison complète, n'est pas dans la course au titre, surtout quand on voit que le top 7 se tient à moins de 15 points d'écart. Skoda introduit sa Fabia, Ford bataille toujours avec la fiabilité de la nouvelle Focus, Solberg lutte sur le tarmac, mais la star du show, elle est bel et bien française. Loeb parvient même à éclipser Panizzi, pourtant lui non plus n'est pas dégueulasse sur le tarmac. C'est un euphémisme pour dire qu'il était très fort. Étonnamment, c'est Gronholm qui va tenir la dragée haute à Loeb jusqu'à ce que... l'erreur de trop, surtout face à un Loeb absolument stratosphérique sur le bitume. Solberg va s'imposer en Australie devant Loeb, là où Gronholm va dire adieu à ses chances de titre. Loeb gagne au Sanremo, là où Burns, le fiable, le régulier, Burns connaît la défaillance du siècle, pas dans le rythme, pas dans le coup, hors des points. Seul Solberg est moins bien loti pour un prétendant au titre, le Norvégien, pourtant bien dans la course, forcé à l'abandon. Loeb est maintenant deuxième du général, à seulement 2 points derrière Burns. Mais Solberg répliquera en Corse, là où on attendait pourtant Loeb au tournant, ou au 1000 tournant. Pourtant Solberg, après un crash au shakedown, avec des problèmes de boîte, va redresser la tête, aller chercher sous la pluie une victoire incroyable, la même pluie qui va pousser Loeb à l'erreur et en dehors des points. On arrive en Catalogne, où Panizzi rappelle à tout le monde que sur le tarmac il est pas mauvais du tout, où l'alternateur de Solberg refuse de lui rendre la tâche facile, où Burns va commettre l'erreur de trop, et où Loeb, un temps en tête, va finir second, encore une fois quand son rallye sera gâché par la pluie. Une seconde place qui pourtant est suffisante pour prendre la tête du championnat, à la veille du dernier rallye de la saison, en Grande-Bretagne. Dès les premières étapes, Sainz se sort, Gronholm tape, et Marco Martin souffre de surchauffe sur sa Focus. Quelle putain de surprise! Il n'y aura que 2 pilotes qui vont s'affronter devant, Loeb et Solberg. Loeb est en tête le premier, mais Solberg, en pur adepte de la Terre, le reprend rapidement. Il y a 2 choses qui se jouent aujourd'hui, le championnat constructeur pour Citroën, qui devrait pas avoir besoin de grand chose, et le championnat pilote bien sûr. McRae, après un gros combat avec McKinnon, va finir en 4ème position. Citroën est d'ores et déjà championne du monde, mais tout le monde reste suspendu au duel Loeb-Solberg, qui tourne clairement à l'avantage du Norvégien. Ce dernier est impérial, il va s'imposer devant Loeb avec 43 secondes, scellant ainsi son premier et unique titre de champion du monde par la plus petite des marges. 1 point. Le reste, maintenant c'est de l'histoire. Citroën va en 2004 et 2005 continuer à écraser le championnat du monde constructeur. Quand elle le fera pas elle-même, c'est Loeb qui prendra la tête du championnat du monde pilote, et ils vont faire ça des années durant. En 2007, la Xara sera remplacée par la C4 WRC qui elle aussi connaîtra un succès fou et qui va bien entendu booster les ventes de la version civile, et c'est quelque chose qu'on peut retracer jusqu'à la Citroën DS3. Et même si aujourd'hui Citroën est absente du WRC, la fin de l'ère hybride et les yeux de plus en plus hagards des jeunes qui, comme vous et moi, commencent à s'intéresser de très près au WRC. Enfin, faut savoir que moi je suis réunionnais à la base, donc le WRC, on connaît très bien sans en avoir vu une seule image en direct. Ah non, mais à la Réunion, l'Impreza c'est une institution, la Xara aussi. En fait, c'est simple. Est-ce que c'est une voiture? Oui, non. A-t-elle une version de rallye super cool? Oui,
2 points, la voiture devient une institution. Voilà, c'est simple. Même la ZX Kit Car, qui pourtant est pas une voiture ultra connue, a énormément influencé le marché de l'achat et de la vente d'automobiles à La Réunion. Bref, avec l'ère hybride qui s'achève, une ère qui apparemment est extrêmement coûteuse pour le championnat du monde des rallyes, on ne peut qu'espérer que Citroën se gratte derrière le rail en se disant... Et pourquoi pas? Et on ne peut qu'espérer qu'ils reviennent avec une voiture qu'ils auront avant tout pensée comme une voiture de course, qu'ils vont nous vendre comme une voiture civile surcotée dans l'esprit sportif et peut-être un petit peu moins sur la route pour les manants comme nous. Et revenir écraser le monde WRC, parce que s'il y a bien un endroit où on peut avoir des victoires chiantes sans que ça fasse trop chier les fans, c'est bien le rallye. Surtout quand le mec qui gagne est français et que la marque qui gagne est française. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est Clippy Daki, vous pouvez me suivre absolument partout, ça s'affiche. Rejoignez-nous sur Twitch quand on peut streamer. Ce week-end dernier, on n'a pas pu parce que vous voyez que le rig est dans le fond là. Les viewers réguliers savent qu'il est pas dans cette position d'habitude de rig. Mais bref, on attend FedEx parce qu'il manque des pièces pour des trucs. C'est pas important. Oubliez pas les codes Oli Energy dans la description et dans le commentaire épinglé. On est affilié SyncMesh si vous aimez bien le sim racing. Peut-être que vous voulez une belle paire de gants. Ils ont sorti des trucs nouveaux parce qu'il y avait le Sim Racing Expo de la DAC à Dortmund. Et bien entendu, il y a du kart à la F1 organisé par AGS. Donc tous les liens seront dans la description. C'était Clippy Da Clip. Bisous.